Vous êtes toujours sur Radio GD 101.5, bienvenue dans Raccord par Accord. Ce soir, une émission consacrée à Yann Alexander et à son nouveau film, Une dernière nuit au Mans, entre parenthèses, les gens de couleur n'ont rien d'extraordinaire. Mais nous parlerons aussi du cinéma qu'il aime, et c'est lui qui choisira d'ailleurs les musiques de cette émission. Yann, bonsoir. Bonsoir. Très heureux en tout cas que tu reviennes dans cette émission. Tu t'es venu il y a 2 ans, je crois, pour parler de J'aimerais. Occident, mais c'était en mars 2008, je crois. Pour Occident, qui était mon deuxième film. Et là, Une dernière nuit au Mans, les gens de couleur n'ont rien d'extraordinaire. Le titre est un peu long, c'est le troisième film qui sort le mois prochain. Voilà. Alors Yann, pour ceux qui connaissent pas, tu es chanteur d'abord, mais aussi cinéaste. Tu fais des films un petit peu hors du système cinématographique traditionnel, des films à tout petit budget, des formations assez libres, et puis surtout avec une liberté de ton très engagée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet univers, de ton univers un petit peu? En fait, le mot cinéaste est peut-être un peu galvaudé pour moi parce que je me considère pas cinéaste. C'est très rare que mes films soient projetés sur grand écran. En fait, j'essaye plutôt, et on est très peu nombreux comme ça en France, j'essaye de donner ces lettres de noblesse aux films indépendants qui sont faits directement pour le marché DVD. Je trouve que le DVD est une très bonne invention, c'est un très bon objet, très interactif. Enfin, je trouve que c'est un objet formidable en fait. Et l'idée, c'est de s'adresser directement au marché DVD, aux gens qui aiment les DVD, et ils sont nombreux, et de faire des films effectivement donc qui sortent des sentiers battus, que ce soit dans la forme comme dans le fond, ce qui fait que je vais pas forcément m'entendre avec les gens qui ne jurent que par le 35 mm, je vais pas forcément m'entendre non plus avec les gens qui ne jurent que par le cinéma underground ou expérimental. Pour moi, l'idéal, c'est de croiser plusieurs genres. C'est quelque chose de très très délicat. Il faut vraiment être passionné pour faire ce genre de choses. Par contre, ce qui est positif, c'est que en général, il y a un public pour ces films-là. Il y a un public. Combien de temps ça va durer, je sais pas. C'est vrai qu'on parle de la crise du DVD, on parle de la crise du film. Là, exceptionnellement, pour Une dernière nuit au Mans, avec Jeff, avec qui j'ai co-réalisé le film, on va essayer de faire diffuser ce film dans les festivals, faire des projections dans des centres culturels, à cause des thèmes en plus, qui sont des thèmes qui peuvent parler encore maintenant. Enfin, surtout peut-être maintenant, avec tous ces débats sur l'identité nationale, une droite conservatrice au pouvoir. Je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent capter l'intérêt des gens, mais c'est très délicat. Parle-nous un petit peu des films que tu as fait avant, comme les films notamment que tu as fait avec Rémi Lange, et puis aussi des films que tu as fait tout seul, comme J'aimerais et Statros. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est Rémi Lange qui m'a donné ma chance. En fait, je lui ai présenté un scénario sur la vie d'un personnage métis totalement torturé, déphasé, dans une ambiance assez bizarre. Et Rémi Lange donc a adapté ce scénario, il en a fait un film, et ce film c'était prévu d'en faire une trilogie, et la trilogie s'appelle Statros le Magnifique. Voilà. Donc sur la vie de Statros Reichmann, qui est un métis bourgeois, plein de névroses. Alors le premier volet, c'est effectivement Rémi Lange, qui est donc, comme je disais tout à l'heure, l'un des premiers cinéastes à s'adresser directement au marché DVD. Rémi Lange avait réalisé le premier volet, qui durait pas longtemps, hein, c'était vraiment le film érotico-trash, cuir, bizarre, enfin c'était vraiment les feux de l'amour version trash, qui a très bien marché. Qui a très très bien marché, et à cause du côté trash, à cause du côté érotique, à cause du côté bizarroïde, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré, hommes, femmes, gays, pas gays, enfin voilà. Et puis, toujours grâce à Rémi Lange, donc qui avait sa société des films de Lange, j'ai pu sortir mes autres projets beaucoup plus personnels, c'est-à-dire un moyen métrage qui s'appelait J'aimerais, dont l'histoire se passe en Vendée, entre un métis et un député noir. Voilà, donc là il était question de passion, d'amour, d'homosexualité, de la campagne, de la province, et puis Occident, qui était le deuxième volet de Statros le Magnifique. D'ailleurs, je
Moi, je planche sur le troisième volet. Et puis là, je ne travaille plus avec Rémi Lange pour X raisons d'ailleurs. Il y a ce projet qui s'appelle donc Une dernière nuit au Mans, qui a été pas facile à mettre en place. Le plus dur, c'est d'aboutir un projet, mais il est là, donc je vais le défendre du mieux que je peux. Alors, l'homosexualité, le racisme, c'est des thèmes que tu abordes souvent dans tes films. Oui, en fait, je les aborde, mais j'ai pas. Je suis un militant du jour le jour, mais on me verra jamais. Il y a très peu de chances pour qu'on me voie militer dans des associations, certains types d'associations, ou de correspondre à. Enfin, d'ailleurs, en fait, c'est très simple. J'aimerais, par exemple, quand mes films ou mes chansons sont sortis, effectivement, je n'ai pas du tout été soutenu par ceux qu'on pourrait croire. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est parler de la différence. Et puis ça s'arrête là. On va pas forcer quelqu'un à. En fait, on n'a jamais demandé aux gens d'aimer les homos. C'est pas là la question. On leur demande de les respecter. Ça devrait quand même pas être si compliqué. Mais manifestement, ça l'est. Il n'a jamais été question d'aimer coûte que coûte les homos, la culture homo. Et pareil aux homos, on leur a jamais demandé d'aimer la culture hétéro. On demande de respecter ce que les gens sont, c'est-à-dire noirs, métis, jaunes, arabes, musulmans, juifs, athées, cathos, ou homo, bi, trans, enfin. Heureusement, nous ne sommes pas dans un monde uniforme. Maintenant, c'est vrai que j'ai une façon de m'exprimer, par exemple dans la chanson, qui est assez conservatrice. Il n'y a pas vraiment d'ambiance rock, c'est pas très pop, c'est pas électro. Et c'est pareil avec les films, il y a un découpage à l'ancienne avec des chapitres, il y a une intro, tant bien que mal, il y a une conclusion. C'est très très difficile ce genre de démarche où on essaye justement de parler de la différence mais sans succomber aux clichés, sans céder aux clichés qui ont lieu habituellement. D'ailleurs, là, Une dernière nuit au Mans, en fait, parle d'une famille de couleur aisée. La tante, Marianne, a une résidence secondaire dans la Sarthe. Son fils vit à ses crochets parce qu'elle a du fric. Son fils est un garçon de bonne famille qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. Et cette même femme sort avec un prof de maths. Donc, là, on est vraiment en plein dans un tableau sur cette bourgeoisie d'origine antillaise ou africaine ou autre, dont on ne parle en général jamais ou très peu, ou sous l'angle de l'exception, alors qu'elle n'est en aucun cas une exception. L'idée m'est venue parce que dans l'ouest de la France, qu'on aille de la Normandie jusque dans les Landes, il y a effectivement toute une bourgeoisie d'origine martiniquaise, d'origine guadeloupéenne, d'origine africaine, qui a des appartements, qui a des maisons, qui a des biens, qui a de l'argent. On parle très peu de ces gens-là, très très peu. On en parle très peu et on peut pas dire que c'est la faute spécialement aux médias blancs. Je veux dire que chaque personne a ses responsabilités là-dedans. Je crois que c'est trop facile de dire ah oui mais c'est parce qu'il y a des racismes, on veut pas parler des gens, de ces gens-là parce que ça contredit les clichés. Je pense que ça n'arrange pas non plus une certaine partie de la communauté entre guillemets noire parce que je crois que inconsciemment il y a une sorte d'auto-victimisation très répandue chez les minorités françaises. Je le dis, je me trompe peut-être, c'est comme ça que je ressens des choses. Et puis j'ai pas toujours vécu en France, donc je le ressens d'autant plus violemment. On est dans un pays quand même où j'ai souvent remarqué que les Noirs rasaient les murs. C'est impensable dans d'autres pays. Donc voilà pourquoi j'ai voulu parler de cette classe sociale particulière à travers Une dernière nuit au Mans, qui reste un petit film avec peu de moyens et avec une ambiance particulière. Ça reste du Alexander, c'est pas le film de l'année 2010. En tout cas, il y a quelque chose qui revient souvent dans tes films, c'est l'amour, la passion. Il y a le fameux chapitre 3 qui est récurrent dans tous tes films. L'amour est raison, le sexe est pulsion, la passion un désastre.
Oui, et oui, puis je le pense en plus, je le pense. Mais après, il faut pas s'empêcher de vivre quelque chose de passionnel. Mais je crois qu'en général, la passion est un désastre. D'ailleurs, il y a même une expression assez courante dans la communauté gay lesbienne, c'est que les gays sont doués pour avoir des histoires d'amour éternel de 3 jours. Ça, ça revient un peu au même à l'idée de cette passion qui tôt ou tard va finir et que chacun sera très mal de son côté. Ben, l'amour est raison, l'amour même peut être routine et le sexe, ben, c'est une pulsion, et là ce n'est pas uniquement les humains qui sont concernés. Et puis la passion, c'est un désastre. C'est quelque chose qui m'est venu à l'origine avec la chanson J'aimerais, j'aimerais. C'était dans la chanson que J'aimerais, j'aimerais que j'avais créée, écrite et chantée il y a déjà bien 4 ans. Oui, disons, le temps passe vite. Il y a 3 ans, 4 ans. Je pense que ça devait être 2006, quelque chose comme ça. Cette chanson-là, ce vers-là, en fait, cette chanson est née avec ce vers-là. L'amour est raison, le sexe est pulsion, la passion est désastre. Et depuis, j'en fais un leitmotiv dans mes films, dans les tours de chant, dans les concerts, ou même en dédicace. C'est quelque chose qui m'est à moi, en fait. Je crois pas avoir copié sur quelqu'un. D'ailleurs, j'ai appris récemment un site qui mettait en ligne des citations diverses de gens et qui citait l'amour est raison, le sexe est pulsion et la passion un désastre, Yann Alexander. Et ça m'avait fait plaisir, quoi. Comment tes films sont perçus justement dans la communauté gay lesbienne, les films de Yann Alexander? Ben, comme je disais tout à l'heure que les films s'adressaient en général au marché DVD, effectivement, comme il y a souvent des protagonistes bi, gays, lesbiens il n'y en a pas pour le moment, mais gay, bi il y en a, on pourrait penser effectivement que la communauté gay en parlerait, que les médias gays en parleraient et tout. Heureusement que je n'attendais rien de ce précis parce que quand même on peut pas dire que j'ai vraiment été soutenu par les médias gays et tout ça. Le plus bel article que j'ai eu par exemple pour J'aimerais, j'aimerais, c'était dans un magazine régional de droite dans l'ouest de la France, 1/4 de page avec photo. Enfin, vraiment un très bel article. Un autre article que j'ai eu pour Occident par exemple, c'était sur un site consacré aux films d'horreur, c'est dire que il n'y avait aucun rapport avec la communauté gay. C'est comme dit Jeff avec qui j'ai co-réalisé le film, nul n'est prophète en sa profession. C'est vrai que je suis en fait assez absent des médias par exemple spécialisés musique et des médias spécialisés gay. Par contre, il est plus facile de trouver des gens qui parlent de mon travail dans une revue régionale, voire généraliste, ou sur une chaîne de télé généraliste. Voilà, c'est assez curieux, mais bon. Ça fait que j'ai une position un peu bizarre, parce que bon, moi, je suis toujours marginal, ça c'est pas le problème, mais je ne suis pas finalement si underground que ça. Je slalome un peu, c'est très bizarre avec cette sensation de marcher sur les œufs jour sur jour. On va faire une première pause musicale avec un premier choix à toi, c'est Anne Sylvestre. Oui, alors j'aime beaucoup Anne Sylvestre, les chansons pour adultes, hein, je précise. Ça a été une révélation quand je l'ai entendue pour la première fois. Et là, cette chanson, donc, c'est Petit Bonhomme, et qui est une chanson donc que je reprends a cappella sous la douche en hurlant quand je joue le rôle de Antoine Blanchard dans Une dernière nuit au Mans, et qui date, je pense, cette chanson doit dater de 1978-79. Voilà. On écoute et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Radio G, sur les 101.5, dans Raccord par Accord. Vous êtes toujours avec Yann Alexander, notre invité. Maintenant, on va parler un petit peu plus justement de Une dernière nuit au Mans. Donc, c'est un film qui dure à peu près une quarantaine de minutes. Une cinquantaine de minutes. C'est un DVD complet avec entretien, des bonus. On a vraiment voulu faire quelque chose de beau. Ça va faire un certain temps que j'ai pas sorti de film, donc voilà. On voulait pas. Par contre, je refuse de faire un film long juste parce qu'il doit être long. Donc du coup, ça donne une ambiance de film qui est un moyen long métrage. Ça fait très bizarre, mais ça fonctionne plus que si j'avais rajouté des scènes qui n'étaient pas forcément justifiées. Et là, pour le coup, on aurait vraiment parlé de longueur. Alors le pitch, donc, c'est un jeune homme qui vit chez sa tante,
qu'il aime beaucoup, et donc elle tombe amoureuse, elle, d'un prof de maths, et le prof de maths va tomber amoureux du jeune homme, donc il y a un triangle en fait. Oui, un triangle amoureux, en fait, elle a un homme dans sa vie, qu'un prof de maths, et ce prof de maths va être fasciné par le neveu, et le neveu va se poser la question si oui ou non il doit le dire à sa tante, s'il doit révéler qu'il a succombé aux avances du prof de maths. C'est un triangle amoureux, effectivement, et le message du film, finalement, c'est que dans nos vies, aussi courtes soient-elles, il ne faut pas s'interdire de vivre certaines choses, quelles que soient les conséquences. Et là, il s'agit d'amour. De toute façon, c'est un film sur l'amour, en fait, hein, du début à la fin. Les questions d'amour et les questions de sentiments amoureux. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de lourd, de glauque, de torturé comme j'ai pu le faire avant, mais j'ai essayé tant bien que mal de faire un film où on s'attache au personnage, où on s'attache à l'ambiance, où il y a quelque chose qui fait qu'on est bien quand on voit le film. Voilà. C'est vrai que c'est un film très attachant, notamment grâce à l'actrice principale, Mike Kedara. Attends, je vais juste faire un truc. Alors il y a une révélation dans le film, c'est donc l'actrice principale, Mike Kedara. Comment tu l'as découvert, Mike Kedara? Mais Mike Dara, en fait, je l'ai découvert via une association qui avait fait un documentaire sur elle. Donc Mike Dara est la voix officielle de Whoopi Goldberg, c'est une doubleuse de plusieurs stars outre-Atlantique. Elle est d'origine franco-togolaise, elle a un sacré parcours, et elle fait aussi quelques chansons. Et j'étais très surpris parce que j'avais vu le genre de chansons qu'elle faisait, des extraits d'elle en concert, et c'est vraiment de la chanson française, de la chanson à texte vraiment, et je me suis dit, je suis pas tout seul. Quand je dis je suis pas tout seul, c'est que dans le milieu de la chanson française, on est quand même pas 36 000 gens basanés, cheveux crépus, à faire de la chanson à texte à l'ancienne. Faut quand même pas se leurrer non plus. Je crois il y avait un journaliste qui disait que la musique n'est pas si universelle que ça, et je crois qu'il avait raison, parce que il y a toujours ce problème de vaincre les préjugés. Donc j'ai voulu la rencontrer, discuter, nous avons travaillé ensemble, fait des spectacles ensemble. Il y a vraiment une forme de complicité totale. Il y a une belle symbiose effectivement entre les deux. Voilà, et je pense que ça se ressent au niveau du film, parce que ça se ressent au niveau de la vie tous les jours. C'est très bizarre, c'est vraiment le genre de personne dont on se dit que les rencontrer était une évidence. On s'ignorait l'un et l'autre pendant des années, et puis on se retrouve, on se connaît, on fait connaissance, et c'est comme si c'était évident qu'on était d'une même famille alors qu'on n'est pas de la même famille. Et donc j'ai voulu qu'elle joue effectivement dans ce film. En plus elle est sublime, elle joue très très bien, elle est drôle, elle est sensuelle, elle chante bien, enfin bref, je suis un peu scandalisé que les cinéastes en général ne fassent pas appel à elle, mais bon, moi j'ai fait appel à elle et je ne regrette pas. Il y a une séquence que j'aime beaucoup moi dans le film avec elle. Là, c'est une séquence dans un café. Elle lit des poèmes et il y en a une. Donc cette séquence, c'est un plan séquence en fait qui dure 5-10 minutes où elle présente la ville du Mans en fait. Oui, elle présente la ville du Mans. On n'allait pas. Bon, il y a des séquences effectivement. Faut savoir que Jeff, qui est mon attaché de presse de longue date, et c'est lui qui filme la plupart du temps sur les films. Oui, c'est le cadreur. Hein, c'est le cadreur et tout. Il est originaire du Mans. Il aime sa ville, le Mans, et donc. Ce film s'appelle Une dernière nuit au Mans, et donc le titre est beaucoup plus long. Les gens de couleur n'ont rien d'extraordinaire. C'est aussi un film, pas vraiment d'hommage, mais plutôt qui montre l'amour d'un individu pour sa ville. Et je pense qu'on le ressent. Il y a des extraits de la ville du Mans avec de la musique dessus. Mais à un moment, effectivement, on présente le Mans, et ça aurait été ridicule de le présenter en montrant les bâtiments et quelqu'un qui se balade ou à travers des dialogues. On s'est dit, tiens, on va prendre Maïk, on va essayer de faire quelque chose de drôle sur le Mans, de drôle et aigre-doux, on va dire, sur le Mans. Et Maïk présente la ville du Mans. Elle est totalement ivre au comptoir. Elle présente la ville du Mans et ça a son charme, effectivement. Je trouve que cette scène fonctionne bien.
D'ailleurs, il y a une rupture par rapport à tes précédents films, d'ailleurs, sur le plan formel, parce qu'il y a beaucoup de plans séquences dans le film, il y a des couleurs qui sont un petit peu qui sont naturelles. C'était un parti pris, quoi. Bah, les plans séquences, alors souvent les gens disent qu'il faut faire une école de cinéma pendant 5 ans pour faire un plan séquence. Bon, au début, les plans séquences qu'on faisait, notamment sur Occident, c'était un peu bancal, mais je pense qu'au fur et à mesure, on s'améliore. Et enfin, je suis très attaché aux plans séquences. Je pourrais pas encore vraiment dire pourquoi, mais rien ne m'agace plus des fois pour un film que des scènes qui sont coupées comme ça d'un moment à l'autre, où on montre la personne sous des visages différents, sous des angles différents, et sur une même durée de 2-3 minutes. Quitte à faire, moi je préfère carrément avoir quelqu'un de face pendant 3 minutes, comme dans la vraie vie, je pense. Dans la vraie vie, lorsque j'ai quelqu'un en face de moi, je regarde pas en angle droit, en angle, de dos et de haut, en contre-plongée. Non, je regarde en face, on parle. Voilà l'intérêt du plan séquence pour moi. Oui, parce que ça crée une espèce d'exigence et en même temps une sorte d'intensité avec le spectateur. Totalement, ça capte. Après, je pense qu'il faut le faire avec des acteurs qui sont à la hauteur. Mike Dara est à la hauteur parce qu'elle capte l'intérêt du spectateur. Maintenant, c'est sûr que si l'acteur n'est pas terrible, là, c'est plus difficile, effectivement. Si médiocre. Bon, c'est un risque à prendre, hein, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Parlons un peu du troisième personnage, François, qui est incarné. Alors François, donc est le prof de maths, donc qui est noir. Hein, pour les gens qui nous écoutent, donc les 3 personnages sur 4 sont des gens de couleur. Effectivement, c'est eux qui donnent leur titre au film. C'est un prof de maths un peu quelconque, qui réussit sa vie d'universitaire, enseigne les maths dans une fac. Et il est joué par Sandro Bassonato, qui est un noir de culture italienne, très érudit, polyglotte, qui joue surtout dans le théâtre, mais pas, il a joué dans très peu de films. On a pu le voir, je crois, dans certains films de Claude Chabrol et autres dans les années 70-80, où il fait des petits rôles. C'est pas vraiment la figuration, mais ça reste vraiment des petits rôles. Jean-Pierre Mocky, je pense aussi. Les gens avec qui je travaille en général, une certaine partie sont des gens qui ont déjà travaillé dans le milieu du cinéma dit traditionnel, ou dans le milieu des séries télé, comme c'était le cas pour Occident, par exemple. Alors on va écouter la bande-annonce donc de Une dernière nuit au Mans. Une bande-annonce où tu utilises donc l'étude numéro 10 de Chopin, c'est ça? Oui, qui est Chopin. J'aime beaucoup Chopin, comme j'aime Francis Poulenc, comme j'aime Chopin. Il y a des musiques comme ça. Cette musique-là, j'ai entendu très très tôt. J'étais vraiment, je crois que je devais avoir 6 ans quand j'ai entendu cette musique. Et je pourrais pas dire qu'elle est belle, mais elle est intense. Elle est utilisée pour la bande-annonce et elle est aussi utilisée pour une scène cruciale du film Une dernière nuit au Mans. On écoute, on se retrouve tout de suite après. Restez fidèles. Ça va, on est dans les temps? Voilà, ça va. En fait, Chopin, comme tu utilises la bande-annonce, t'as pas besoin de remettre Chopin plus tard, par exemple. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Je pense que c'est Petit Bonhomme, tu peux le trouver sur internet, sinon j'essaierai de te l'envoyer en MP3 si je l'ai dans. D'accord. Oui, bah essayez plutôt de me l'envoyer en MP3. Ouais. Ça, j'ai pas raté le truc. Alors, voilà, vous venez donc d'écouter la bande-annonce de Une dernière nuit au Mans, entre parenthèses, les gens de couleur n'ont rien d'extraordinaire, ou d'exceptionnel. D'extraordinaire, c'est ça. Vous êtes toujours sur Radio G, sur les 101.5, vous écoutez Raccord par Raccord. On va parler un petit peu de tes goûts cinéma, Yann, parce que je sais que tu aimes beaucoup le cinéma fantastique, entre autres. Oui, j'aime le cinéma fantastique, j'adore, ça se voit pas forcément sur ma figure, j'adore l'heroic fantasy. Tout ce qui est heroic fantasy, c'est une vraie passion. Bon, évidemment, le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, c'est une vraie réussite, c'est superbe, c'est profond. C'est pas le blockbuster de base qui est juste là pour divertir, c'est vraiment quelque chose de profond. J'ai toujours été fasciné par l'heroic fantasy, le côté crépusculaire des univers, des héros, l'idée de la quête,
l'idée aussi de rédemption possible, parce que ce sont souvent des héros qui n'ont pas toujours de morale, que ce soit des hommes ou des femmes. Et puis le côté fantastique, la nature qui parle, la nature en mouvement. C'est quelque chose vraiment je dirais quasi obsessionnel chez moi. Puis à côté de ça, il y a aussi certains films comme ça que j'aime beaucoup, certains films d'Almodovar pour leur côté décalé justement, notamment les vieux films d'Almodovar. Je pense à Dans les ténèbres, qui est magnifique, Femme au bord de la crise de nerfs, les vieux films de François Ozon, pareil. Le genre de film qui offre des touches décalées. Évidemment, les films de Rémi Lange, parce que il fait partie des gens qui ont innové en France. Notamment avec un film qui s'appelait Omelette, je crois, qui était tourné en Super 8. Qui était tourné en Super 8, à l'époque, c'était un exploit, un film en Super 8 qui débarque dans une salle de cinéma officielle. Ça a été un exploit, effectivement, et je crois qu'il ne s'en rend pas très compte, le connaissant un petit peu personnellement, mais il a vraiment repoussé les limites de l'expression, de la perception de l'image, de l'utilisation de l'image, de la perception de l'image, de la captation et du partage de cette image, des histoires filmées. Et ça, il a vraiment fait beaucoup. Les films de Rémi Lange sont très décalés, sont très bizarroïdes, disons quelque chose qui me plaît beaucoup. Les films de Jean Rollin, que j'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que des gens comme Pasolini ou comme Fassbinder t'ont marqué? Oui, bien sûr. Pasolini, je pense à Salo évidemment, mais il y a aussi l'Évangile selon saint Matthieu. Il y avait ce film avec la Calas, Visconti, évidemment. Avec les damnés. Les damnés qui est un chef-d'œuvre absolu avec entre autres Dirk Bogarde. Voilà. Je crois que c'est Visconti qui a réalisé Mort à Venise aussi, qui est superbement emmerdant, mais je le dis avec beaucoup d'amour. Je veux dire, l'idée de faire, moi j'espère pouvoir le faire un jour, un film qui dure 3 heures où il ne se passe rien, et les gens ont rigolé, ont pris ça en grippe en disant mais il ne se passe rien, mais au contraire, la vie n'est pas la vie dans laquelle on vit, nos vies ne sont pas toujours, il peut se passer beaucoup de choses et puis des fois il arrive que c'est totalement linéaire, long et lourd, et c'est ce qu'il a brillamment démontré. Je n'aime pas du tout l'homme, Visconti, c'était un bourgeois très méprisant vis-à-vis de certaines formes de cinéma. D'ailleurs il n'aimait pas Pasolini parce que Pasolini n'était pas ici de la même classe sociale que lui, enfin bref. Voilà. Fassbinder aussi, j'aime beaucoup. Ce que j'aime chez Fassbinder, c'est son côté prolixe, son côté qui a, et là je m'y reconnais vraiment, cette urgence d'ouvrir des espaces pour des nouvelles galeries de personnages. Les personnages dont il parle dans ses films, c'était des personnages qui pendant longtemps n'avaient pas droit à la parole ou étaient simplement réduits à des rôles de figuration ou de second rôle. Là, chez Fassbinder, on parle de l'ouvrier immigré de couleur, on parle de la femme de 60 ans qui tombe amoureuse, la prostituée tient un rôle primordial, entre guillemets, les marginaux, qui ne sont pas tant que ça en fait, les marginaux ont une présence, ont un rôle, ont une importance dans les films de Fassbinder. Ils existent. La chanteuse de cabaret minable existe. Ça, c'est quelque chose pour lequel c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup les films de Fassbinder. Ce sont des gens qui, sans forcément m'influencer, sont des gens qui guident. C'est-à-dire que, Patrice Chéreau, je m'en fous, en fait. Claude Chabrol, c'est bien, le soir, téléfilm, il a des très bons trucs, mais je m'en fous. François Truffaut, je m'en fous. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Les académismes, les gens qui veulent faire un travail bien fait, ça m'intéresse pas, voilà. Tu parlais de Fassbinder, tu as fait un spectacle musical, je crois, autour de Fassbinder. Oui. Ça a été un vrai échec sur Angers, mais par contre, ça avait bien marché, un peu mieux marché sur Paris, M6 était venu, ça avait mieux marché sur Paris, mais je pense que sur Angers, de toute façon, côté concert, mieux vaut s'appeler Francis Cabrel pour faire quelque chose et espérer attirer des gens ou passer au Palais des Congrès. Je ne crois absolument pas que les Angevins soient portés sur la curiosité, et là je parle pas que pour moi, je parle pour d'autres artistes qui ont été confrontés à cette problématique-là. On va en faire une pause musicale avec un morceau qui s'appelle Max the Knife, que tu nous présentes, un morceau de Kurt Weill. Oui, de l'opéra des Katsu.
qui est une chanson que j'ai repris d'ailleurs sur scène à plusieurs reprises, en France, en Allemagne, qui est une chanson ultra célèbre. Voilà. Ah, c'est la pause. Voilà, donc c'était un morceau de Kurt Weill, donc Mac the Knife. Et on arrive dans la dernière partie de cette émission, la dernière partie de l'interview avec Yann. On va parler de tes goûts cinéma. Je voulais savoir si tu avais vu des films récemment un peu au cinéma, Yann. Alors j'ai vu le film de Tarantino, Inglourious Basterds, qui était bien. J'ai vu Avatar, alors là j'ai pas su quoi en penser, donc je ne sais toujours pas quoi en penser. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, alors un film d'Heroic Fantasy, je dirais même Religious Fantasy, Solomon Kane. Je pense que le film en version originale sous-titrée doit être bien, mais le doublage français est une catastrophe, donc je suis ressorti un peu déçu, mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai vu récemment, et puis évidemment j'irai voir, comme je suis aussi un grand amoureux des films de Disney, j'irai voir la semaine prochaine, j'irai voir quand ça sortira le nouveau Disney, La Princesse et la Grenouille, je crois, quelque chose comme ça. Je te remercie, Yann. On va finir par un morceau qui s'appelle À force de retarder le vent. Oui, à force de retarder le vent, donc... Excuse-moi, je me reprends. Yann, on va juste rappeler la date de sortie du DVD. Oui, alors ce DVD, c'est une production trilogie Alexander, et ça sort donc le 3 février 2010. Les gens peuvent facilement me contacter sur Internet. De toute façon, Internet est un média à part entière. apoplexia2008.blogspot.com. Et ils peuvent commander le DVD en ligne. Ce sera sûrement en vente dans certaines boutiques, mais pour l'instant, la démarche que j'ai choisie, c'est que le film soit essentiellement en vente sur Internet. C'est aussi une page MySpace aussi, je crois. Oui, myspace.com/le chanteur Yann Alexander, où le travail aussi est présenté et où les gens peuvent voir des extraits vidéo de concerts, de films, etc., etc. Comme ça, ils peuvent te suivre tout le long de l'année. Je voudrais aussi faire une mention spéciale à Mickey Couillot, le monteur qui a déjà fait des choses sur Angers, j'ai appris ça, mais qui a fait un bon travail pour moi de montage pour Une dernière nuit au Mans. Ça me donne l'occasion de saluer Mickey, que je connais bien, qui vient souvent dans l'émission. Yann, donc on va écouter un dernier morceau qui s'appelle À force de retarder le vent, un morceau que tu nous présentes. Alors, à force de retarder le vent, c'est un hommage en fait, un hommage à une amie qui nous accompagnait, m'accompagnait sur scène il y a 6 ans, 6-5 ans, que j'ai eu l'occasion d'accueillir sur Paris, parce que je vivais de temps en temps sur Paris. Je m'occupe de la musique. Et le texte a été signé par Julien Derfeuille. Et cette musique, je parle uniquement de la musique, avait été utilisée aussi pour le film Dévoté, de Rémi Lange. Donc ça s'appelait Nathalie, et c'était dans les tiroirs, et il sera sur mon prochain album, et je souhaite le faire écouter maintenant. Moi, je te remercie, Yann, pour cet hommage à Nathalie, que j'ai bien connu moi aussi. Et puis je te remercie d'avoir été l'invité de Raccord par Accord pour ce nouveau film, donc Une dernière nuit au Mans. Merci beaucoup, Yann. Mais merci, c'est moi. Et bonne année. Bonne année à tous.